Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, c'est Iboussi. Je vous salue. Comme vous le voyez, je suis habillé avec un t-shirt où c'est écrit dessus, ici c'est le Mali. Effectivement, ici c'est le Mali. C'est très important de le dire. Je suis une fois de plus avec le docteur Yves Ekoé Amaizo, économiste et directeur du think tank Afrocentricity. Vous nous excusez la dernière fois, on avait dit think tank Centricity, on s'excuse, c'était une erreur, c'est Afrocentricity. Docteur Yves Ekoé Amaizo, bonjour. Je vous remercie. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. On va parler aujourd'hui des tensions qu'il y a eu entre le Mali et la Mauritanie, le rapport de Human Rights Watch, l'Inde achète du pétrole aux Russes maintenant, l'Allemagne dit ne pas renoncer au gaz russe et l'aliment bétail, etc. On va parler de cela, on va parler de tout cela avec Dr Yves Ekoé Amaizo. Docteur, la Mauritanie, entre la Mauritanie et le Mali, dernièrement, il y a eu une petite tension. Comment est-ce que vous avez analysé cette tension-là, s'il vous plaît? Alors, c'est une question qui est très importante parce qu'elle est à la base de beaucoup, disons, d'incompréhension avec les gens qui ne comprennent pas bien ce qui se passe au Mali. Oui. Et je commence par ça parce que c'est peut-être le problème même avec la CEDEAO et l'UMOA et la BCEAO. Il s'agit de quoi? Quand on parle de transition dans un pays où il y a eu beaucoup d'échecs militaires et donc de non-souveraineté de l'espace territorial, il faut que chacun comprenne que les autorités maliennes ont donné la priorité à la sécurisation du territoire malien et que ceci a été impossible avec les forces françaises depuis en gros 2012, à coup de milliards d'euros d'ailleurs, avec les opérations dites Serval, Barkhane et même les opérations onusiennes dites Takuba. Donc, il y a eu des succès, hein, donc on ne peut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les forces françaises ont bien travaillé ici et là. Mais il y a eu des exactions des forces françaises aussi. Il ne faut pas les oublier. Alors, bien sûr, entre la Mauritanie et puis le Mali, l'incompréhension vient du fait que c'est une information qui a circulé. Donc, il faut revenir aux faits. Il semble qu'il y a eu des personnes de nationalité mauritanienne, mais aussi des Maliennes, qui auraient disparu, voire morts, autour de la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Et cette information, non seulement a circulé, a été écrite dans les rapports d'une association, d'une organisation dont on parlera tout à l'heure. À partir de là, des journalistes sont allés publier cette information, donc ces journalistes ont fait leur travail de journalistes, sauf que il faudrait quand même vérifier ce qui s'est réellement passé et ne pas toujours faire attention ou plutôt confiance à tout ce qui est écrit, surtout si les gens qui écrivent ne sont pas toujours connus sur le terrain et souvent ne sont pas connus comme étant des gens qui font des enquêtes que nous, dans la diaspora, avec nos relais, nous pouvons, disons, dire quelles sont ces enquêtes, donc, fiables. Voilà l'information à circuler. Et ça a eu le résultat que vous connaissez, expulsion des chaînes RFI et puis France 24. Maintenant, revenons sur le fond. Que faisaient les forces armées maliennes dans ce secteur, comme dans tout le secteur d'ailleurs? Mais il s'agissait tout simplement de repousser les terroristes. D'ailleurs, quand on parle de terroristes, il faut savoir que cette armée malienne a stoppé la corruption. Le gouvernement a stoppé la corruption. Et donc l'argent est parti vers justement le financement des équipements, des formations et donc d'un savoir-faire, y compris les cartographies qui permettent de savoir un peu mieux ce qui se passe. Donc cette nouvelle connaissance cartographique du territoire malien a permis de stopper de nombreux attentats qui étaient planifiés, mais de stopper l'avancée des terroristes salafistes, djihadistes. Et il faut les préciser, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GNIM en arabe, GSIM en français, et l'État islamique, l'État islamique du Grand Sahara, qui n'est qu'une petite antenne, en fait, de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qu'on peut d'ailleurs remettre plus largement dans l'État islamique mondial. Tout ceci pose le problème de savoir à quoi jouent les pays comme l'Arabie Saoudite, à quoi jouent les pays comme le Qatar et bien d'autres comme ça, qui quelque part
privés ou pas privés, financent aussi ces gens-là. Alors, je ne veux pas aller dans le détail. Oui. Ces organisations sont des organisations militaires et terroristes, d'inspiration d'idéologie salafiste et djihadiste. Donc, il va falloir que, pour pouvoir les contrer, il faut une force militaire. Et cette force ne peut pas être terroriste puisqu'il s'agit du gouvernement malien. Et j'ai cru comprendre que le gouvernement forme ces militaires aux droits de l'humain, aux droits de l'homme et les textes de la Constitution. Donc, à partir de là, c'est difficile d'aller attaquer un État qui s'organise pour repousser des terroristes djihadistes qui ont fait déjà beaucoup de morts et de dire qu'ils sont eux-mêmes en train de massacrer des populations civiles, d'autant plus que la Mauritanie, n'est pas membre de la CEDEAO, n'est pas membre de la zone franc, n'est pas partie prenante des sanctions de l'UEMOA, de la CEDEAO et de la BCEAO. Donc en fait, au mieux, est neutre, au pire, il ne peut être que l'ami du Mali. Et je rappelle que tout autour du Mali, regardons bien, la Mauritanie, l'Algérie, le Burkina, le Tchad un peu plus haut, mais écoutez, la Guinée un peu plus de l'autre côté, c'est tous des gouvernements dirigés par des militaires. Et qui ont le même problème d'ailleurs. Donc le Mali ne fait pas exception à cette volonté de contrôle de la souveraineté de son espace territorial. Il faut avoir ça en esprit, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas venir dire qu'il y a 2-3 personnes qui ont eu des problèmes sérieux, qui sont certainement pu se faire attaquer par des djihadistes, qui se sont déguisés ou transformés dans telle ou telle forme. Si c'était arrivé à des Français, si on avait mis l'uniforme français, vous imaginez comment les gens auraient réagi. Donc, il faut résoudre ce problème par le constat. Il faut donc le faire. C'est ce qu'a fait le gouvernement d'ailleurs malien. Ils sont allés voir les Mauritaniens. Absolument. Oui, ils sont allés voir les Mauritaniens, à très haut niveau d'ailleurs, et ils se sont mis d'accord pour faire une commission conjointe qui va donner ses rapports dans les jours qui suivent ou dans les mois qui suivent. En tout cas, un rapport va sortir. Et on va enfin savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et avec les cartographies satellitaires, je pense qu'on peut remonter pour savoir jusqu'à ces périodes. S'il y a eu des incursions, qui est venu exactement dans cette zone qu'on appelle la zone de l'Agataï. Donc c'est très important que ces choses-là soient clarifiées. Maintenant, sur le fond, les informations qui ont circulé, je ne vois pas pourquoi on ne cherche pas au moins à les faire vérifier directement par les journalistes eux-mêmes. S'il est difficile d'aller dans la zone ou impossible d'aller dans la zone, mais on pose au moins la question au gouvernement malien, qui aurait pu réagir en disant, écoutez, il nous semble que cette information reste à vérifier, ou qu'elle est tout à fait fausse, et ensuite on publie l'information et de l'organisation qui fait du bruit sur ce dossier, et on publie la position du gouvernement, ce qui, me semble-t-il, aurait été beaucoup plus, disons, neutre, et aurait permis d'attendre la commission commune, et à partir de là, chacun pourra tirer la conclusion. Ce qui est grave dans ceci, c'est qu'on a l'impression que certains médias, quand ils donnent une information, cette information est supérieure à des informations qui viennent d'un gouvernement. Que cette information est supérieure à ce qui viendrait des médias et de la presse locale malienne. Et si c'est ça qui est, en fin de compte, derrière le dossier, ce n'est pas acceptable. Maintenant, il y a un problème de fond. Moi, je suis dans une association, une structure pour parler du point de vue des Africains, afrocentricité. Voir l'Afrique au centre et parler du point de vue de l'Afrique. Mais écoutez, du point de vue de l'Africain, nous avons un problème de fond. Si nous n'avons pas l'information, nous demandons aux toutes les parties qui nous semblent impliquées dans ce dossier. C'est la première des choses. Et deux, nous avons un problème avec une organisation. Si vous allez fouiller, qui sont les financiers de cette organisation qu'on citera tout à l'heure, pour ne pas le dire Human Rights Watch. Ouais, non, on va y arriver. Nous avons juste 30 minutes, donc effectivement, on va y arriver. On peut parler de Human Rights Watch parce qu'ils ont fait un rapport. Et c'est eux qui accablent l'armée malienne. Et donc, on peut en parler, et de ses financiers aussi. Mais écoutez, c'est relativement simple. Hein. Bon, d'abord, c'est une organisation non gouvernementale internationale, et comme il en disent beaucoup, et beaucoup traitent des problèmes des droits de l'homme et des respects des déclarations universelles des droits de l'homme que l'ONU a mis en place. Très bien. Mais ils ont élargi, cette organisation, elle a élargi ses activités.
on parle autant de la liberté de la presse que, bon, des tortures, des droits civiques, politiques, économiques, sociaux, un peu de tout. Mais aussi des crimes de guerre, même en temps de guerre civile. Alors, tout ceci fait que on se pose la question finalement, mais pourquoi cette organisation située à New York, on n'est ni en Europe, là, on est aux États-Unis, à New York, peut faire comme ça beaucoup de rapports, parfois très très pertinents, et parfois ça peut poser question parce qu'on n'a pas les moyens d'aller vérifier ce qui est dit. Et comme c'est relayé très rapidement par des presses, oui, notamment occidentales, ben on a du mal à se faire une idée. Et vous savez que si je raconte tous les jours à tous les Maliens que M. Ibou Sy est un blanc, je vous assure, vous ne pourrez pas vous promener dans Bamako parce qu'on va finir par croire que vous êtes un blanc. C'est ça le problème des médias. Donc, il va falloir aller vérifier. C'est cette vérification qui n'est pas toujours au rendez-vous. Deuxièmement, les méthodes d'approche. C'est souvent que ces organisations un peu éloignées du terrain, souvent vont aussi dans les hôtels de luxe de capitales africaines et se contentent d'envoyer quelques gens sur le terrain rapidement. Ce qui veut dire quoi? Et si vous avez affaire à des jeunes consultants ou des gens pauvres ou des gens dans les villages, vous allez récolter des témoignages. Oui, absolument. Un témoignage n'est pas nécessairement une preuve. Vous voyez déjà la nuance. On ne dit pas qu'ils font du mauvais travail. On dit que la méthode de travail pourrait être beaucoup mieux faite. Au-delà de ça, quand vous regardez de manière générale, il y a environ 60 pays environ qui sont souvent couverts. On a des problèmes, nous, dans la diaspora africaine, en tout cas indépendante, de toujours donner un soutien direct. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des exactions, ce n'est pas ce qu'ils disent est inexact, mais il y a une propension quand même à sélectionner le type de pays qui pourrait les arranger. Quand je dis eux qui sont derrière les financiers, et comme par hasard, ça vient toujours au moment où il y a des phases critiques. C'est-à-dire qu'en ce moment, on s'attaque à l'armée malienne, on s'attaque au Mali, et c'est bizarre qu'on aurait bien voulu développer ce qui se passe au Tchad, par exemple, parce qu'il n'y a pas grand-chose de différent, sauf que la France a soutenu le Tchad, la France ne soutient pas le Mali. Voilà, ça pose un petit problème. On peut le faire dans des cas que vous connaissez aussi de coup d'État constitutionnel. Là, ce ne sont pas les militaires qui sont en cause, ce sont des civils. Et soi-disant dans des démocraties qu'on appelle nous des démocratures. Là aussi, il y a eu des tortures, il y a eu des morts. Et là, c'est très silencieux. On peut citer le cas du Togo. Et je peux aller loin comme ça. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que ces organisations qui font du bon travail, mais se retrouvent à avoir un financement d'individus souvent milliardaires dont on peut discuter de leur objectif en termes de finalité, pose un problème pour la défense des intérêts des Africains, et dans ce cas particulier, des Maliens et des Maliennes. Plus on ne peut pas dire, parce qu'il faut... Mais qui les finance? Alors, vous savez qu'il y a les grands groupes comme M. Soros, mais qui sont nombreux à être derrière ça. Les milliardaires forment une sorte d'oligarchie, une forme de famille, pour ne pas dire une sorte d'entraide, voire une sorte de confrérie, et je peux même aller jusqu'à l'ésotérisme. Donc, ils se soutiennent entre eux. Mais, de ce que nous connaissons, nous savons que le grand financier Soros est derrière beaucoup de ces choses. Mais vous savez aussi que c'est lui qu'on a mis derrière un certain nombre aussi de grands coups d'État, ici et là. Certains ont foiré, certains ont réussi. Donc, vous savez, dans ces genres de choses, c'est toujours difficile d'apporter la preuve en tant que telle. Ce que nous savons, c'est qu'il y a, de toute façon, des grandes puissances financières qui vont financer telle ou telle association, tel ou tel média. D'ailleurs, la question sera très intéressante de savoir pourquoi il y a beaucoup de bruit derrière le fait que le Mali a décidé de fermer RFI et France, de le suspendre, excusez-moi, Radio France Internationale et France 24, mais le bruit qui est fait autour de ces deux médias n'est pas le même que le bruit qui est fait quand la France ou les pays européens ont fermé. Je ne pense pas qu'ils ont dit suspendu, RT France ou Sputnik, qui vient de la Russie. Et je vous informe d'ailleurs que je pense que pour ce qui est de RT France au moins, que je suivais assez régulièrement en faisant des comparaisons ici et là, je peux vous affirmer que on a même l'impression que ce qui se dit là-bas est malgré tout quelque part quand même sous contrôle français. Parce que sinon, ce qu'on entend dans les radios russes en tant que tel, ce n'est pas exactement ce qui sort sur RT France, qui me semblait beaucoup plus proche de la réalité, de ce qu'ils peuvent dire en tant que journaliste spécialisé, journaliste professionnel. Donc vous voyez, il y a un peu deux poids mesures dans cette histoire. Moi, je pense qu'il faut mettre la balle à terre, comme on dit,
Et il faudrait tout simplement qu'il y ait une renégociation entre ces institutions médias et les gouvernements. Et les gouvernements africains doivent d'abord s'interroger sur le financement de ces médias. Et si ça devient compliqué pour les médias africains, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, ces gouvernements africains doivent donner la priorité aux médias africains. C'est très important. C'est peut-être aussi parce que ça ne se fait pas comme ça que ces médias extérieurs ont pris autant d'importance. Il n'est pas normal qu'un Africain apprenne ce qui se passe de chez lui, autour de lui, à partir étrangers, et souvent financés par des gens qui ne sont pas nécessairement les amis ni des Africains, encore moins du gouvernement africain en question. Donc ça veut dire que Human Rights Watch, c'est entre autres la même chose, c'est ça. Ils sont un peu comme ça aussi. Ils sont financés par des gens qui leur demandent de faire certaines choses, c'est ça. Officiellement, ils vont vous dire qu'ils s'occupent des droits humains. Mais vous savez, les droits humains, c'est très large. Si on prend l'exemple de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran, l'Afghanistan, pour ne prendre que cela, ce n'est pas la même chose que si on prend le Congo, le Mali, le Togo, voilà. Vous voyez? Donc, la réalité aurait été bien si ces organisations avaient des membres de la diaspora, des experts de la diaspora dans ce domaine, qui pouvaient faire des évaluations de leurs rapports. C'est très important. Même quand l'ONU fait des rapports, c'est souvent que l'ONU, on a pour l'habitude, on le sait dans nos rapports, de dire des choses qui sont proches de la vérité, mais qui sont souvent sous-estimées, notamment en termes de morts et en termes de blessés. On ne peut pas leur en vouloir, parce que s'ils n'ont pas compté les gens qui ont été enterrés vivants ou morts, écoutez, on ne peut pas les compter. Donc vous voyez que ça sous-estime la réalité malgré tout. Et c'est de cette fausse réalité que vous entendez tout de suite. Des grands mots comme génocide, des grands mots comme exaction, etc., etc. Et enfin, excusez-moi, mais il faut quand même qu'on revienne à l'essentiel. Si on fait le bilan des 8 ou 9 années où la France était présente, je ne suis pas sûr qu'on ne trouvera pas des exactions des militaires français. Oui, bien sûr. On peut très bien trouver même aussi que ce ne soit pas nécessairement des militaires français d'ailleurs, donc ce n'est même pas l'armée française, mais plutôt des mercenaires qui travaillaient pour le compte. Et on ne sait pas trop d'outils à ce moment-là. Donc tous ces éléments supposent des enquêtes, et je pense que l'Afrique gagnerait dans le futur à amener des gens indépendants au niveau national, comme dans la diaspora africaine, et pris un peu de paix, de justice et tout simplement de vérité, pour que ces rapports qui sortent puissent être, entre guillemets, réévalués. Pas pour les mettre par terre, mais pour donner un avis. L'avis, c'est un avis. Et vous allez voir que si l'avis est crédible, il prendra vite de l'ampleur. D'accord. Donc, après Human Rights Watch, on va parler. Il y a un sujet auquel que vous avez évoqué un petit peu. La suspension de RFI et France 24. On peut juste faire 2 minutes dessus. 2 minutes, juste. Suspension RFI et France 24. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez savoir dessus? Ils ont été suspendus, ils se sont plaints. Même le président français, M. Macron, a dit que c'était inadmissible. La présidente de l'Union européenne a dit que c'était inadmissible. Mais ce que je vois, personne n'essaye d'aller voir le fond du sujet. Le fond du sujet, il est très simple. Il y a une information qui a circulé, qui a été reprise par des médias. Les médias font leur travail professionnel. Personne ne met en cause les experts et les professionnels de ces chaînes-là. Le problème est qu'il y a une décision politique qui est tombée. Ça veut dire que les intérêts du Mali, donc du gouvernement malien, apparemment ne sont pas respectés. Alors, il y a 2 solutions. Soit ces médias ont dû demander une sorte de droit de réponse, mais est-ce qu'on a besoin d'un droit de réponse si on n'est pas sûr d'une information? Il vaut mieux tout simplement interroger les personnes compétentes au Mali. Par exemple, le ministère de la Défense aurait pu donner des informations. Mais si le ministère de la Défense dit qu'elle n'est pas au courant ou qu'elle ne sait pas, mais elle va ordonner une enquête. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. C'est une enquête conjointe entre la Mauritanie et puis le Mali. Si ces médias avaient dit, écoutez, il y a des enquêtes qui sont en cours, voilà ce que nous avons noté, ce que nous avons lu de telle ou telle organisation, mais je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème, encore moins des difficultés. Et chacun aurait attendu cette enquête-là. Peut-être même on aurait pu attaquer le Mali, que l'enquête doit être indépendante. Et nous, la diaspora, nous aurons incité même de participer pour lui donner une certaine crédibilité extérieure de dépendance. Ça ne s'est pas fait comme ça.
D'accord, docteur. On va parler de l'Inde qui achète l'Inde achète du pétrole à la Russie, alors que la Russie, beaucoup de pays ont été interdits, disons, d'acheter le pétrole russe. Hein. Mais l'Inde a acheté du pétrole à la Russie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un revirement de situation, c'est ça? Bon, revirement, prenons les choses du début. Soyons clairs pour que tout le monde comprenne. Quand vous dites on a acheté du pétrole, il faut dire qu'il y a au moins 2 ou 3 niveaux qu'il faut prendre en compte. Le pétrole brut lui-même, le pétrole raffiné qui va sortir de la Russie et qui va se vendre, les circuits de distribution de ce pétrole, que ce soit des bateaux, des pipelines et tout ce qui va avec, ça c'est 2. Et souvent les gens oublient, il y a un 3e niveau très important, la revente de ce pétrole. La revente dans le pays qui a acheté, par exemple, vous avez cité l'Inde, mais la revente peut se faire vers un autre pays. Sachez que quelque part, une autre raison de la guerre aussi, ou de la difficulté des conflits entre l'Ukraine et puis la Russie, c'est que, oui, une partie du pétrole qui était vendu à très bas prix d'ailleurs à l'Ukraine, était revendue à l'Union européenne. Et oui, et donc ce genre de petit manège n'a pas beaucoup plu. Surtout que c'était pour aider le voisin Ukraine et non pas pour aller soutenir, en fait, indirectement, l'Union européenne. Alors, je reviens sur votre cas de l'Iran. De l'Inde. De l'Inde, pardon. Le cas de l'Inde, c'est une grande puissance. Peut-être pas autant que les États-Unis, mais c'est une grande puissance. L'Inde a besoin d'assurer son approvisionnement, non pas un jour, non pas 2 jours, mais sur une durée plutôt moyenne ou longue. La Russie est dans une difficulté passagère à cause des sanctions, ce qui veut dire que les prix proposés en réalité, pas celles qu'on voit sur les marchés, hein, c'était monté jusqu'à 117, c'est retombé autour de 100 le baril, mais le prix qui va s'échanger d'un État à un autre, ce prix-là, il est extrêmement bas. Et s'il est bas et intéressant, oubliez la notion de l'Inde, revenez à un gouvernement, un État, qui va faire des économies. On va donc acheter aujourd'hui, demain et après-demain du pétrole à un prix relativement bon, voire bas, et on va s'assurer un approvisionnement sans aucun problème. Si cela doit permettre maintenant de remplacer les pays qui ne veulent plus acheter au niveau de la Russie, je pense à l'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne et d'autres pays, écoutez, c'est un peu leur problème. C'est ce que je disais la dernière fois en disant que, écoutez, si les gens veulent devenir des apprentis sorciers de se tirer des balles dans le pied, après tout, ça fait mal. Donc, il faut les laisser tester ça 2, 3, 4 fois. Et je l'avais dit que ces genres de choses, ça se bouge en décalage. Aujourd'hui, il y a un stock qui est déjà là. Donc, peut-être immédiatement, on ne va pas trop le sentir, quoique le pétrole a beaucoup augmenté en Europe, l'Europe de l'Ouest. Mais, ce qui est sûr, pour l'hiver prochain, tous ces pays seront impactés. Tous. Et ce ne sera pas que pour le pétrole. Donc, l'Inde est venue, d'ailleurs, dans un cadre plus général de pays non alignés, de pays qui s'est abstenu. Et il y a un deuxième volet qui est très important, c'est qu'en s'assurant cet approvisionnement, les pays qui ont fait les sanctions, donc les Occidentaux, les pays de l'OTAN en général, ont fait une grosse erreur. C'est que ces paiements se faisaient en dollars. Il y avait une sorte de dollarisation de l'économie mondiale à partir du dollar américain. Mais aujourd'hui, en bloquant le système SWIFT ou autre, mais on est en train d'inciter tous les pays, la Russie en premier, mais tous les pays, donc l'Inde aussi, à trouver des solutions et un autre mode de paiement. Et vous l'avez bien dit, roupie, rouble. Vous n'avez pas cité dollar, vous n'avez pas cité euro. Ça veut dire quoi? Donc, en réalité, le fait de payer d'une monnaie locale à une autre monnaie locale, quand je dis locale, c'est russe, l'autre, c'est l'Inde, ça veut dire qu'on n'entend plus parler de l'intervention des Européens de l'Ouest, ni des Américains. Donc, il y a des systèmes de paiement qui existent, qui sont différents du SWIFT, qui est un système de paiement rapide, et attention, avec ce que j'avais expliqué la dernière fois, des principes de compensation. Pour faire simple, les 3,5 millions de barils de pétrole russe qui vont partir en Inde, il faut aller se demander aux Indiens quelle va être la compensation. C'est du riz, c'est des équipements informatiques,
très avant-garde, parce qu'ils sont très en avance dans le domaine des systèmes informatiques, des véhicules, parce qu'ils sont très en avance dans les véhicules aussi, et plein d'autres choses. Donc vous voyez bien qu'on va avoir des échanges, mais démultipliés en deux grands blocs, pour ne pas dire plus largement avec la Chine, et encore plus largement avec d'autres pays comme l'Iran, qui sont derrière, et pour lesquels les Américains se sont dépêchés pour aller négocier la levée des sanctions, pour justement que, vu ce qui se sont fait à cause des sanctions, il y a une pénurie de pétrole sur le marché international. Sachez d'ailleurs que cette pénurie, s'il n'y avait pas eu les guerres de pays pétroliers, l'Iran, l'Irak, la Syrie, etc., on n'en serait peut-être pas là. Donc la question de savoir pourquoi ces guerres ont été faites, est-ce que ce n'est que pour monter le prix du baril? Et finalement, à qui ça profite? Ou plutôt à qui ça ne profite pas? Et aujourd'hui, avec des sanctions, on est en train d'accentuer cette rareté sur le marché. Et pourtant, ces pays ne sont pas prêts à rentrer ni dans l'hydrogène, ni dans l'électricité, tout simplement, pour leurs véhicules et autres. Sans compter que des tas d'usines tournent sur cette base-là. Je vous fais remarquer que certains pays ont commencé à relancer le charbon en Europe de l'Ouest. Donc, le fond de l'histoire, c'est que entre la compensation et des monnaies locales qui vont pouvoir s'échanger, pour la première fois, on ne va plus entendre parler de l'ingérence ou de l'intervention, ni de l'Europe de l'Ouest, encore moins des Américains. Des Américains à cause de l'extraterritorialité du dollar, parce qu'effectivement, lorsqu'on utilise le dollar, quand les Américains ne sont pas contents, quand on utilise leur monnaie, eh bien, ils essaient de punir. Donc, il nous reste juste 5 minutes. Oui. Juste sur ce point, dernier point pour être précis. Oui. En réalité, ce qui se passe au plan juridique, le même effet que si vous utilisez le dollar, oui. la loi américaine qui ne s'applique en principe qu'aux États-Unis, va s'appliquer au niveau mondial. C'est ça que vous appelez l'extraterritorialité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on peut vous condamner aux États-Unis pour quelque chose qui là-bas est interdit. De fait, le fait d'avoir utilisé ce dollar permet de le faire partout. Et en Afrique, on le connaît par ce qu'on appelle les fonds vautours, qui sont toute une technique, on en parlera une autre fois, qui permet justement, tout simplement, de saisir un bien. Vous envoyez du pétrole du Congo pour aller justement en Russie. Eh ben, écoutez, si les Américains estiment que vous utilisez le dollar et que ça ne va pas dans leur sens, et qu'il y a une décision du tribunal quand même, les Anglais aussi d'ailleurs le font, ben, ils vont venir tout simplement saisir ce bateau et ponctionner ce pétrole, boire le bateau avec. D'accord. Donc, dernière question, docteur Yves Ekwe-Amezo. L'Allemagne ne veut pas renoncer au gaz russe, ni à l'aliment bétail. Alors, est-ce que par la suite, l'Allemagne, la dépendance de l'Allemagne ne va pas être tellement importante que ça peut créer des problèmes à l'Alliance Atlantique, l'OTAN? Très très bonne question. Tout simplement, l'Allemagne, ce sont des gens pragmatiques. L'Allemagne a beaucoup de voitures, vous les connaissez, très solides, mais tout ceci, quand vous pensez en arrière, fonctionne à partir de l'énergie, et l'énergie, c'est le pétrole. Ouais. L'Allemagne fonctionne aussi avec beaucoup de choses, chauffage et autres, c'est le gaz. L'Allemagne a des accords très importants en termes d'alimentation, céréales et autres. Vous avez parlé notamment des engrais, mais aussi tous les produits pour les aliments de bétail. Donc, ils ont toute une chaîne agroalimentaire qui marche très bien, mais parce que ils reçoivent justement des céréales et autres relativement moins chères, à partir d'où l'Ukraine et la Russie. Et on peut continuer. Ça pour les métaux, notamment les métaux rares. Tout simplement, vous avez continué. L'Europe en général, le nord de l'Ouest en général, est absolument dépendante, l'Allemagne en particulier. Donc la question qu'on se pose est le suivant. On avait dit de faire un blocus total, l'embargo total, l'Allemagne a dit non. Pas parce qu'ils sont pour ou contre, on n'est plus dans la philosophie, là. On est dans le fait que si je bloque, l'usine allemande ne tourne pas. C'est clair. Donc les Allemands vont se révolter. Ah oui, le travail ne fonctionne pas, il n'y a pas de salaire. Le chauffage, on ne sera pas chauffé en hiver, on va se retrouver comme des glaçons. Donc tous ces éléments ont amené au bon sens. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il n'y a jamais eu de graves problèmes quand Madame Merkel était là. Ouais. Elle avait compris tout ceci et elle trouvait toujours un arrangement à l'amiable. Et pour s'assurer l'approvisionnement, l'ancien chancelier, Schröder, M. Gerhard Schröder, se retrouve être un des grands patrons de Gazprom à un moment donné et aujourd'hui de d'autres structures russes. Donc, tout ceci, c'est pour s'assurer l'approvisionnement, pour ne pas être dépendant à tel point que la Russie peut couper le gaz ou le pétrole. D'ailleurs, la Russie a toujours la possibilité de le faire, entre parenthèses. Il ne l'a pas fait. Ouais. Il faut le dire.
Alors, deuxième partie de votre question, est-ce que cela peut amener des scissions, d'abord au sein de l'Union européenne et voire beaucoup plus largement au sein de l'OTAN? La réponse est absolument oui. Pourquoi? Parce que les intérêts vont devenir divergents au sein d'une alliance qui appartient aux Américains et qui est gérée par les Américains. Il y a un commandement commun militaire, chacun veut en sortir, mais tout le monde en parle, personne n'en sort. Donc, c'est les Américains qui décident. Et encore, les discussions ont eu lieu entre M. Poutine et M. Biden. Les Européens n'étaient pas là. C'est M. Biden qui venait rendre compte aux Européens, et il rendait bien compte de ce qu'il veut bien rendre compte. Donc, vous voyez bien que c'est un monde entre des grandes puissances. Alors, la scission, moi, je la vois pas tout à fait uniquement à ce niveau, c'est-à-dire que l'Allemagne continuera sa position. L'Allemagne a besoin de la Russie. Je pense que l'Allemagne va même négocier des prix beaucoup plus bas. La Russie va certainement le accepter, puisque vous savez que le pétrole qui doit passer par le pipeline Nord Stream 2 au nord devrait démarrer en avril-mai, mais peut-être ça va être repoussé, mais je pense que l'Allemagne ne peut pas se permettre de ne pas le laisser démarrer. Donc il y aura un accord quelconque qui va se trouver avant cette date-là. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a des pays en Union européenne qui gèrent bien leur économie. Je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne et d'autres pays qui, en termes d'endettement, sont autour de 70%, souvent moins, et donc il y a une capacité de s'endetter et donc de continuer leur développement normal. Il y en a d'autres, comme la France, mais l'Italie, on peut en citer d'autres, qui sont vraiment déficitaires et qui continuent à sortir beaucoup d'argent. Ils appellent ça le quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que vous dépensez à tout va, et demain, c'est les générations futures qui devraient le payer. Donc, cela pose un problème, parce que si vous mettez tout ceci dans un fonds commun, qui est l'Union européenne, notamment la Banque centrale européenne, ça veut dire que soit l'Union européenne, dans sa globalité, ne paiera jamais cette dette, ce qui pose un problème de défaut et de crédibilité à terme. Et il y a un deuxième élément, c'est que pour le payer, ils seront obligés soit de faire des dettes, soit de renforcer les dictatures en Afrique, pour pouvoir continuer à fonctionner facilement en Afrique. Donc, dans les deux cas, ça n'arrange pas nous, les Africains. Et il y a un dernier point, et c'est là où je reviens sur votre question. Est-ce que des pays qui sont vertueux en gouvernance économique, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche, à d'autres pays scandinaves, donc des gouvernements qui gèrent bien leur économie, la corruption est faible, est-ce que ces pays vont accepter maintenant de payer pour des pays qui gèrent moins bien? Et si ce conflit ne se résout pas vite, ça peut conduire à des scissions au sein de l'Union européenne et demain dans l'Atlantique. Au sein de l'OTAN. C'est vrai que dans l'OTAN, c'est quand même uniquement militaire, principalement. Donc vous voyez, mais c'est un problème parce que les États-Unis disent qu'ils vous protègent, mais quand il y a eu le conflit avec l'Ukraine, c'est vrai, l'Ukraine n'est pas membre, mais ils n'ont pas bougé. Ils envoient des armes en Ukraine, très bien, sauf que M. Poutine vient de bombarder encore un certain nombre de centres qui seraient des bases où il y a quand même un certain nombre de munitions. Donc ça veut dire que cet argent qui a été envoyé sous forme d'armes a été détruit. Donc ça pose un problème de la stratégie. Donc qui c'est qui est gagnant? C'est ceux qui vendent ces armes. D'accord, docteur. Voilà. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Peut-être on a déjà dépassé les 30 minutes, mais juste en une minute. Dernièrement, il y a l'EUTM qui voulait des garanties que les soldats maliens que l'EUTM elle-même forme, ne collaborent pas avec les Russes. Alors, est-ce que vous avez appris ça et comment vous comprenez cela? Attends, vous parlez de quelle institution là? L'EUTM, c'est la European Union Training, c'est la mission européenne qui forme les soldats maliens. Oui. Non, j'ai suivi absolument. Qui a dit que eux ne peuvent plus continuer à former les soldats maliens pour qu'ils aillent travailler avec les Russes. Alors comment vous comprenez cela? Juste en 2 minutes. Non, écoutez, chaque institution a le droit de dire ce qu'il veut. Le problème est que quand vous achetez des hélicoptères russes, je ne vois pas ce qu'une institution européenne va venir vous former. Donc ça dépend quelle formation vous obtenez. Maintenant, si ce sont des formations qu'ils ont données pendant 9 ans et que ça donnait le résultat que le gouvernement malien a conclu, c'est-à-dire plutôt l'échec, je ne vois pas très bien en quoi les Maliens sont obligés d'accepter des formations qui ne leur servent pas trop à grand-chose. Et oui, c'est tout simple. Vous savez, les formations sont liées aux équipements. C'est lié aux équipements et aux services. Donc, c'est celui qui vous apporte l'équipement qui va vous entraîner, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord, docteur, merci beaucoup. Merci pour la participation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonne nuit. Donc, c'est moi qui vous remercie et puis bonjour chez vous. Merci. Voilà, donc on était avec Dr Yves Ekoamaezo,
on le remercie, on ne finira jamais de le remercier assez. À bientôt, et prochainement on va lui poser des questions économiques, etc., des questions géostratégiques. Comme je vous l'ai dit au début de l'émission, et je vous le répète encore, nous avons des t-shirts. Ici, c'est le Mali maintenant, parce que ici, c'est réellement le Mali. Merci beaucoup. Si vous le voulez, je vous donne le numéro de téléphone qui peut, si vous en voulez un, si vous voulez un t-shirt comme ça, le numéro de téléphone c'est 66 64 26. 66 64 26. Merci beaucoup, au revoir.